Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite, les titres. Ses proches et ses admirateurs lui ont fait un dernier adieu. Les obsèques de Melhem Barakat ont lieu en l'église Saint-Nicolas à Ashrafiyeh. Le chanteur libanais s'est éteint vendredi à l'âge de 71 ans. Il doit être inhumé dans son village natal de Kfar Shima. Le courant du futur élit ses délégués en vue de la conférence générale fin novembre. 1168 membres du parti doivent être choisis dans toutes les régions du pays ce dimanche. En Syrie, les médias officiels accusent les rebelles d'avoir utilisé du gaz toxique à Alep. L'Observatoire syrien des droits de l'homme confirme des cas de suffocation alors que les groupes armés d'opposition poursuivent leur offensive pour briser le siège de la ville. Les Libanais ont fait un dernier adieu à Melhem Barakat. Les obsèques du chanteur-compositeur ont débuté vers 13h en l'église Saint-Nicolas à Ashrafiyeh aujourd'hui. Le corps de l'artiste doit ensuite être inhumé à Kfar Shima, son village natal. Le cortège funèbre a quitté ce matin l'hôpital de l'Hôtel-Dieu où Melhem Barakat est décédé vendredi des suites d'une longue maladie. Le maître de la chanson libanaise était âgé de 71 ans. On lui doit notamment une dizaine de tubes à succès. C'est une nouvelle phase qui doit s'ouvrir demain pour le Liban. Après 2 ans et demi de vacances à la tête de l'État, le général Aoun devrait être élu par les députés. À un jour de cette échéance, le patriarche maronite a d'ores et déjà exhorté les forces politiques à former rapidement un gouvernement. Durant son homélie, Bishara Raï a souhaité, je cite, qu'aucun obstacle ne vienne retarder la formation du prochain cabinet. Anticipant donc un éventuel retard à ce niveau, il appelle à éviter les conflits et les polémiques partisanes et confessionnels. Toujours au Liban, le courant du futur élit aujourd'hui les délégués en vue de la conférence générale du parti les 26 et 27 novembre prochains. 1168 délégués vont être choisis dans toutes les régions du pays. À Beyrouth, le vote a lieu au Biel. En juin dernier, Saad Hariri s'était en effet engagé à procéder à une évaluation critique de l'organisation interne de son parti. L'ancien Premier ministre a ainsi souhaité que cette conférence constitue une nouvelle chance de répondre aux aspirations du peuple, notamment les jeunes et les femmes. En Syrie, les médias officiels accusent les rebelles d'avoir utilisé du gaz toxique à Alep. La télévision publique fait état de 35 cas de suffocation chez des civils. De son côté, l'Observatoire syrien des droits de l'homme a confirmé des cas de suffocation dans les rangs des forces du régime, dans le quartier de Dahiyet el-Assad et de Hamdaniyeh. Hamdaniyeh qui est situé en bordure de la partie de la ville tenue par les insurgés. Les rebelles tentent en effet d'effectuer une percée dans cette zone. Les différents groupes armés ont lancé vendredi une violente offensive à l'ouest de la ville. L'objectif est de briser le siège des forces pro-gouvernementales sur les quartiers d'opposition. Sur le front irakien à présent, les milices chiites tentent de couper les liaisons entre Mossoul et les territoires de l'EI en Syrie. Leur objectif est Tal-Afar, tenu par les djihadistes. Reportage de Fatma Kizilboga, Adam Pletz et Abdallah Malkawi. Ce village abandonné à 60 km au sud de Mossoul est devenu le quartier général des milices chiites irakiennes, regroupées sous la bannière de Hashd el-Sha'abi, les unités de mobilisation populaire engagées dans la lutte contre l'organisation État islamique. Le front où on nous a demandé de combattre s'étend en direction de Tal-Afar. Si les milices chiites ne participent pas à ces opérations, elles ne seront pas finalisées. Nous avons une empreinte en Irak, donc nous avons l'expérience avec laquelle nous pouvons combattre Daesh. Constitués uniquement de combattants bénévoles, ces hommes viennent de lancer une offensive pour reprendre toute la zone située au sud-ouest de Mossoul. C'est toute la partie de l'imam Hamza Shaba, c'est-à-dire tous les villages entre Mossoul et Tal-Afar. Ces groupes paramilitaires chiites sont mobilisés avec l'accord du gouvernement irakien et dans l'objectif de venir appuyer l'armée régulière aux capacités encore limitées. Mais au-delà d'une mission, il s'agit aujourd'hui pour eux d'une guerre sainte. La bataille de Ninava va marquer la fin de Daesh. Nous allons nettoyer les terres du prophète de Toussera. Conduits par la foi et soutenus par l'Iran, ces hommes sont réputés impitoyables contre ceux qu'ils considèrent comme l'ennemi. Leur intervention aujourd'hui en territoire sunnite
suscite la crainte de voir naître de nouveaux massacres interreligieux en Irak. Et à Bagdad, l'explosion d'une voiture piégée a fait au moins 8 morts et plus de 30 blessés. L'attentat a eu lieu dans le quartier chiite de Houria. Enfin, au Yémen, où 60 personnes, en majorité des détenus, ont été tuées dans des raids aériens. Ces frappes attribuées à la coalition arabe ont été menées dans la province de Hodeïda, dans l'ouest du pays, contre des bâtiments des services de sécurité aux mains des rebelles houthis. Plus de 10 000 fonctionnaires supplémentaires limogés, une quinzaine de médias fermés. Les purges continuent en Turquie. A tout de suite. La vague de purge n'est pas terminée en Turquie. Plus de 10 000 fonctionnaires supplémentaires limogés, une quinzaine de médias fermés, pour la plupart pro-kurdes. C'est ce qu'annoncent 2 décrets publiés hier au journal officiel. Sont concernés par ce nouveau coup de balai les ministères de l'Éducation, de la Justice et de la Santé. Par ailleurs, les élections de recteurs dans les universités sont supprimées. Ces derniers seront désormais choisis par le président turc depuis le putsch manqué contre le chef de l'État en juillet. Pas moins de 35 000 arrestations ont eu lieu dans le pays. Enfin, hier, Recep Tayyip Erdogan a déclaré que le rétablissement de la peine de mort serait soumis au Parlement par le gouvernement. Au Kazakhstan, 3 astronautes de l'ISS sont de retour sur Terre. Un cosmonaute russe, un spationaute japonais et une américaine ont atterri sans encombre après 115 jours passés dans la Station spatiale internationale. Anatoly Ivanishin, Takuya Onishi et Kathleen Ribbons ont touché Terre à 3h58 à bord d'un tout nouveau modèle Soyouz. Le lancement cet été de l'appareil avait été retardé de plus de 2 semaines pour des tests supplémentaires. L'Italie a été frappée ce dimanche par un nouveau tremblement de terre, le plus puissant depuis 1981, 6,5 sur l'échelle de Richter. Heureusement, il n'y a aucune victime, seuls quelques blessés graves. Antoine Mariotti. Ses habitants se retrouvent sur la place du village. À quelques mètres d'eux, l'église tient à peine debout. Il était 7h40 ce dimanche matin lorsque la terre a une nouvelle fois tremblé en Italie, avec une magnitude de 6,6 sur l'échelle de Richter cette fois-ci. De nombreux bâtiments ont été détruits. Le monastère Saint-Benoît de Norcia n'existe plus. Le saint veille toujours sur les lieux, mais la basilique est à terre. Les prêtres vont bien, certains prient en dehors de la ville. Nous les autres, on est tous en ville pour donner les dernières onctions à tous ceux qui sont en train de mourir. L'épicentre a été localisé tout près de Norcia, à 70 km au sud-est de Pérouse. Mais la secousse a été ressentie jusqu'à Rome, la capitale. Mercredi déjà, 2 tremblements de terre avaient touché cette région du centre du pays. La plupart des habitants de Norcia et des villages alentours avaient donc été évacués par précaution. Un ingénieur nous avait dit de retourner chez nous en nous disant que la zone était sûre, que l'église et le clocher ne présentaient pas de risque. C'est un ingénieur de la protection civile de Pérouse qui nous a dit que ça n'allait pas s'écrouler. Heureusement, un autre ingénieur nous a dit d'évacuer les lieux il y a quelques jours. Cet été, un autre séisme particulièrement meurtrier avait frappé l'Italie, à Amatrice. 300 personnes avaient trouvé la mort. Piratar, c'est le nom du parti qui monte dans le paysage politique islandais. La formation contestataire a réalisé une percée aux législatives. Elle arrive 3e. Les explications d'Antoine Mariotti. Les résultats ne sont toujours pas définitifs, mais la tendance est bel et bien là. Le parti de l'indépendance, membre de la coalition au pouvoir, arrive largement en tête. Mais aucune majorité ne semble se dégager. Nous sommes extrêmement reconnaissants de ces premiers résultats. J'ai toujours dit que nous n'avions pas peur d'aller à la rencontre des électeurs, de parler de ce que nous avons accompli et de la façon dont nous pensons que l'Islande doit avancer. Nous sommes très heureux de voir que nous gagnons des voix dans chaque circonscription. Le parti pirate, porté ces derniers jours par des sondages très ambitieux, doit finalement se contenter de la 3e place. Le mouvement, créé il y a tout juste 4 ans, obtient tout de même près de 15% des suffrages. À en croire sa fondatrice, ces électeurs seraient des Robins des Bois qui veulent prendre le pouvoir aux puissants pour le donner au peuple.
Nous triplons nos scores, c'est énorme. Nous n'étions qu'à 5,1% lors des dernières élections il y a 3 ans. Donc là, nous triplons ce chiffre, c'est extraordinaire. Mais si le Parti pirate avait conclu un préaccord de coalition avec 3 partis de centre-gauche, ils n'ont pas réussi à eux 4 à obtenir une majorité absolue. La coalition sortante de droite et de centre-droit non plus. C'est donc le mouvement Résurrection qui devrait jouer les faiseurs de roi en choisissant l'un des 2 blocs. Mais les dirigeants de ce parti pro-européen, des dissidents de la droite, refusent pour l'instant d'afficher leur choix. À 8 jours de la présidentielle américaine, l'affaire des emails d'Hillary Clinton a refait surface ce week-end. La candidate contre-attaque pendant que Donald Trump s'engouffre dans la brèche. Olivier Boulinck. Du pain béni. Pour Donald Trump, les récents développements dans l'affaire sur la boîte mail de sa rivale tombent à pic. En retard dans les sondages, le candidat républicain veut enfoncer le clou. C'est le plus grand scandale politique depuis le Watergate. Et tout le monde espère que la justice sera rendue. Hillary est la seule responsable de ces problèmes judiciaires. Devant des supporters chauffés à blanc, Donald Trump a aussi critiqué le gouvernement, qu'il accuse de vouloir s'immiscer dans cette affaire. Ce qui a été révélé, c'est que le ministère de la Justice s'est opposé au FBI, car le département de la Justice essaie sans relâche de protéger Hillary. En effet, le ministère de la Justice américain a condamné la décision du directeur du FBI. Lui a informé le Congrès de la découverte de nouvelles preuves potentielles dans l'affaire des emails d'Hillary Clinton. Cette dernière, en meeting en Floride, s'est étonnée de ce procédé. Il est plutôt étrange qu'une chose pareille ait été publiée avec si peu d'informations juste avant une élection. L'ancienne secrétaire d'État veut désormais éviter tout malentendu et pour cela, elle demande la plus grande transparence. Les électeurs méritent les faits dans leur ensemble. Nous avons donc appelé le directeur James Comey à expliquer tout et tout de suite et à tout mettre sur la table. James Comey, le directeur républicain du FBI nommé en 2013 par Barack Obama, lui affirme vouloir ne rien cacher aux citoyens américains avant une élection aussi cruciale que l'élection présidentielle. Mis au courant de l'existence de nouvelles preuves jeudi, il a affirmé ne pas connaître précisément le contenu de ces nouveaux messages. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Ses proches et ses admirateurs lui ont fait un dernier adieu. Les obsèques de Melhem Barakat ont eu lieu en l'église Saint-Nicolas à Ashrafiyeh. Le chanteur libanais s'est éteint à l'âge de 71 ans. Il doit être inhumé dans son village natal de Kfar Shima. Le courant du futur élit ses délégués en vue de la conférence générale fin novembre. 1168 membres du parti doivent être choisis dans toutes les régions du pays. En Syrie, les médias officiels accusent les rebelles d'avoir utilisé du gaz toxique à Alep. L'Observatoire syrien des droits de l'homme confirme des cas de suffocation alors que les groupes armés d'opposition poursuivent leur offensive pour briser le siège de la ville. Merci de votre attention. Très bonne fin de week-end à toutes et à tous.